Cette fois, Conseil, ma décision est prise. Nous partons. Monsieur Massonnet? Prépare-toi, mon garçon. Nous embarquons sur l'Abraham Lincoln. Nous allons purger les mers de ce redoutable monstre. New York Herald, 2 juillet 1867. Nouvelle collision en mer. Un trou large de 2 mètres dans la carène du Scotia. Le 8e accident similaire en 6 mois. Qu'est-ce qui fait dire à monsieur qu'il s'agit d'un monstre? Seule une licorne de mer, un narval géant, peut avoir la puissance nécessaire pour entamer la coque d'un steamer. Et monsieur souhaite ramener le squelette de cet animal au Muséum d'Histoire Naturelle. Mission glorieuse, mais dangereuse aussi. Où ira monsieur? J'irai. Songe-y bien, Conseil, car je ne veux rien te cacher. C'est un de ces voyages dont on ne revient pas toujours. Comme il plaira à monsieur. Alors, hâtons-nous. Oh, je voudrais être déjà sur le pont de l'Abraham Lincoln. Les décisions rapides ne précipitent-elles pas le cours du temps? 3 semaines après avoir quitté le port de Brooklyn, notre frégate avait dépassé le tropique du Capricorne. Avant 8 jours, l'Abraham Lincoln sillonnerait les flots du Pacifique. Alors, monsieur le naturaliste, vous persistez à croire en l'existence d'un énorme cétacé? Oui, Maître Land, un mammifère, sans doute un narval, muni d'une défense cornée dont la force de pénétration est extrême. Ned Land était le roi des harponneurs et le plus entêté des hommes. Après 3 mois de navigation dans les mers du Pacifique, nous approchions des côtes du Japon. Je n'étais toujours pas arrivé à le convaincre. J'ai harponné un grand nombre de cétacés, des plus puissants aux plus rapides. Et ni leur queue ni leur défense n'auraient pu entamer la tôle d'un steamer. Non, je refuse de croire qu'une baleine ou un cachalot puisse causer un tel... Un tel quoi, Ned? Oui, maître Land, un tel quoi? La chose en question! Sous le vent, à tribord! À ces mots du harponneur, mes nerfs vibrèrent de curiosité. Monsieur voit-il ce que je vois? La mer semble éclairée par en dessous. À 2 encablures, le monstre irradiait sous les couches liquides. Il se meut en avant, en arrière, et s'approche de nous. L'animal fit le tour de la frégate et nous enveloppa de ses nappes électriques comme d'une poussière lumineuse. Mon cœur battait à se rompre. Pendant que Ned préparait son harpon, 2 jets de vapeur jaillirent des évents du cétacé. Monsieur voudra sans doute se boucher les oreilles, le canonnier de l'Abraham Lincoln va tirer sur l'animal. Manqué. Le boulet l'a seulement effleuré. Voilà qui est fâcheux, le monstre s'élance sur notre frégate. Le plus terrible animal jamais sorti de la main du Créateur. Voyez sur la proue, Ned brandit son harpon. Le bras de Ned se détendit, mais trop tard. 2 énormes trombes s'abattirent sur le pont de la frégate, courant comme un torrent de l'avant à l'arrière, renversant les hommes, brisant les saisines des drones. Une clarté aveuglante crépita sous nos pieds. Un choc effroyable se produisit, et lancés par-dessus la lisse, sans avoir le temps de nous retenir, nous plongions dans l'océan.
Je revins à moi grâce à de vigoureuses frictions qui me sillonnaient le corps. J'entr'ouvris les yeux. Conseil ? Monsieur Massonnet? Nous étions étendus à fleur d'eau sur la carapace du narval. Je comprends pourquoi mon harpon n'a pu l'entamer. Cette bête est faite en tôle d'acier. La bête n'était autre qu'un navire sous-marin. Ses plaques boulonnées faisaient penser aux écailles d'un reptile. Elle se laisse bercer au gré des lames. Faites qu'elle ne plonge pas, faites qu'elle ne plonge pas. Tandis que nous nous cramponnions à l'étrange appareil, des heures terribles s'écoulèrent. La lune disparut et nous laissa dans l'obscurité. Je croyais entendre des sons vagues, une harmonie fugitive, produite par des accords lointains. Quels êtres vivaient dans cet étrange bateau? Quel agent mécanique lui permettait de se mouvoir à une vitesse aussi prodigieuse? Bande de sagouins! Ouvrez! Le jour parut. Un bruit de ferrure secoua la tôle. Une plaque se souleva, et 8 hommes de haute taille, le visage voilé, nous entraînèrent dans leur formidable machine. Si ces pirates se figurent qu'ils vont me garder à fond de cale... Calmez-vous, Ned. Le mieux est d'examiner froidement la situation. Nous allons croupir dans cette cellule, voilà la situation. Le plafond s'illumine. On y voit comme en plein jour. Ainsi s'explique l'irradiation. Ils reviennent. Drangorin, mère d'Ilbag. Of death. Regardez, le plus grand d'entre eux. De Gamle Folk. Il n'était pas parmi les hommes masqués. Sans doute le chef de bord. Natuurlijk vis. Sa physionomie signalait une âme noble et passionnée. Et quel regard! Il vous pénétrait jusqu'à la moelle. Yamen ek. Monsieur reconnaît cette langue? Je ne crois pas. Vognen Treisko. Ugurin. Ugurin. Ned, Jamais entendu ce jargon. Cross Ligur. Man vor man. Ya. présentons-nous dans les formes. Bidanmin. Mon nom est Pierre Aronnax, du Muséum d'Histoire Naturelle de Paris. Voici mon domestique, Conseil, et Ned Land. Maître Land. Harponneur de profession. Son Migladou. Midak. N'ont pas l'air très pressés d'entamer la conversation. Dan Legi. Ils ressortent. Ne tentez rien, Ned. Ah non? Et pourquoi? Ils sont plus forts que nous. Votre opinion sur ces gens, Maître Land? Elle est toute faite, ce sont des coquins. Bon. Et de quel pays? Du pays des coquins. Tandis que le bouillant harponneur tournait comme un fauve en cage, une vive inquiétude s'empara de moi. Où étions-nous? Quelle étrange puissance nous emportait? Je sentais l'appareil s'enfoncer dans les couches profondes de l'océan. Un silence effrayant se fit alentour. Je ne m'étais jamais senti aussi éloigné de la Terre. Une heure après, un matelot parut. Bidanmir. Il nous entraîna le long de coursives baignées d'effluves de lumière. Omnafor diligin. 10 minutes plus tard, Tunapeta. nous étions dans une salle à manger somptueusement ornée. Les plus fâcheuses,
circonstances vous ont mis en présence d'un homme qui a rompu avec l'humanité. J'appris plus tard qu'il se faisait appeler Nemo. Le capitaine Nemo. Je vous resserre. Merci. Une liqueur d'algue. La Rhodoménie palmée. Il parlait le français avec une aisance parfaite. Oui, disais-je. Vous êtes venu troubler mon existence. Nous ne voulions pas vous troubler, capitaine. L'Abraham Lincoln croyait chasser un monstre dont il fallait à tout prix délivrer l'océan. Maître Land, votre frégate n'aurait-elle pas poursuivi et canonné un sous-marin aussi bien qu'un monstre? Comprenez, messieurs, que j'ai le droit de vous traiter en ennemi. C'est peut-être le droit d'un sauvage, ce n'est pas celui d'un homme civilisé. Je ne suis pas un homme civilisé. J'ai rompu avec la société pour des raisons que moi seul ai le droit d'apprécier. Un éclair avait illuminé ses yeux. J'entrevis dans l'existence de cet homme un passé formidable. Vous resterez à mon bord, puisque la fatalité vous y a jeté. Quoi? Nous devons renoncer à revoir notre pays? Nos parents? Nos amis? Cela dit, moi je n'ai personne à part... Mais renoncer à l'insupportable joug de la terre, que les hommes prennent pour la liberté, est loin d'être aussi pénible que vous le pensez. Nous sommes vos prisonniers. Des prisonniers de marque. J'ai lu votre ouvrage, professeur. Les mystères des grands fonds sous-marins? Il figure en bonne place, parmi les 12 000 livres de ma bibliothèque. 12 000? Vous me flattez? Il a dit 12 000? Votre ouvrage est très incomplet. Vous n'avez pas vu grand-chose. Le Haut Conseil de l'Institut géographique serait d'un tout autre avis. Conseil, s'il te plaît. Vous ne regretterez pas le temps passé à bord du Nautilus. Le Nautilus? Oui, professeur. J'ai décidé de revoir, dans un nouveau tour du monde sous-marin, qui sait, le dernier peut-être, tout ce que j'ai étudié au fond de ces mers, tant de fois parcouru. Et vous serez mon compagnon d'études. Moi? À partir de ce jour, vous entrez dans un nouvel élément. Vous verrez ce que n'a vu aucun homme. Car moi et les miens, nous ne comptons plus. Et notre planète, grâce à moi, va vous livrer ses derniers secrets. Vous allez voyager au pays des merveilles. J'allais renoncer à ma liberté pour observer les fonds sous-marins. N'est-ce pas ce que j'avais toujours fait en m'enfermant dans le muséum avec des fossiles, des spécimens rares qui avaient perdu leur couleur? Je tremblais d'excitation en revêtant un des scaphandres du Nautilus. Une armure étanche qui se terminait par de lourdes semelles de plomb. Bonne chasse! Ned avait décliné l'invitation du capitaine. Le harponneur refusait d'emprisonner sa tête dans un casque de cuivre. Quant à Conseil... Je suis monsieur partout où va... Monsieur? Monsieur? Quelques instants après, nos pieds foulaient le fond de la mer. Les rayons du soleil frappaient la surface des flots sous un angle oblique. Au contact de cette lumière décomposée, fleurs, rochers, plantules, coquillages se nuançaient des 7 couleurs du spectre solaire.
marchions d'un pas régulier qui résonnait avec une intensité étonnante. Le moindre bruit se transmettait à une vitesse à laquelle l'oreille n'est pas habituée. Ces zoophytes étaient-ils des hydrophytes? Ces animaux des plantes? Je mélangeais les règnes entre eux avant de reconnaître le royaume du corail. Y a-t-il plus beau rouge que cette fleur de sang? Tubipore, Astrée, Méandrine, Fongie. On aurait dit mon muséum, plongé sous les eaux, comme un navire envoyé par le fond. Pénacule, Isis, Pentacrine, Oursin. Ces galeries poussiéreuses se métamorphosaient, devenaient un palais de féerie, dont le capitaine abattait les cloisons. Je fus surpris de voir les scaphandriers former un cercle autour de Nemo. 4 d'entre eux soulevaient une caisse de forme oblongue. Sur un piédestal de roc se dressait une croix de corail. Elle étendait ses longs bras, qu'on eût dit faits d'un sang pétrifié. Sur un signe du capitaine, un des hommes s'avança, et dans la clarté crépusculaire, il se mit à creuser un trou. Les coups de pioche frappaient mes tympans, comme si la mort était venue me prendre. Je compris le sens de ce rituel. Ce royaume était un cimetière. Ce trou, une tombe. Cette caisse ensevelie, le corps d'un des leurs. Ils fléchirent le genou et tendirent la main en signe d'adieu. De retour sur le Nautilus, je demandai au capitaine: « Cet homme est mort dans la collision avec l'Abraham Lincoln ?» Oui, monsieur. « Et il repose à présent dans cette forêt de corail. » Notre paisible cimetière, à quelques centaines de pieds de la surface. Vos morts y dorment tranquilles, capitaine. Hors de l'atteinte des requins. Des requins et des hommes. Le lendemain, remis des fatigues de la veille, je quittai ma cabine et entrai dans le salon du Nautilus. Au milieu de cette pièce remplie de sculptures et de tableaux de maîtres, un jet d'eau ruisselait dans une vasque. Se tournant vers moi, le capitaine dit sans autre préambule: « Voyez cet océan, n'est-il pas doué d'une vie réelle? N'a-t-il pas ses colères et ses tendresses? Hier, il s'est endormi comme nous, et le voilà qui se réveille après une nuit paisible. » Ni bonjour, ni bonsoir. On aurait dit qu'il poursuivait une conversation déjà entamée. Vous aimez la mer, capitaine? Oui, je l'aime. La mer est tout. Elle couvre les 7/10 du globe terrestre. Son souffle est pur et sain. C'est l'immense désert où l'homme n'est jamais seul, car il sent frémir la vie à ses côtés. Il actionna un levier en bois. La lumière s'éteignit et d'immenses panneaux coulissèrent. La lanterne du Nautilus illuminait les couches profondes de l'océan.
arrivée au sein des mers. Là seulement est l'indépendance. J'aperçus de délicieux poissons vélifères, hissant leurs nageoires comme autant de voiles déployés au courant favorable. Là, je ne reconnais pas de maître. Là, je suis libre. Je me tournai vers Nemo. Il se tenait debout devant un orgue de superbe facture. Ses cylindres étincelants se dressaient comme des canons sur leurs affûts. De quoi expliquer les accords entêtants qui troublaient mon sommeil. Il est temps de vous initier au mystère du Nautilus. Nous voici devant la salle des machines. Le centre névralgique du Nautilus. Ici sont suspendus les instruments de navigation. Il me semble reconnaître Le baromètre, l'hygromètre, le storm glass, la boussole, le sextant, les chronomètres, les lunettes de jour et de nuit. Mais les machines elles-mêmes... Puis-je m'aventurer dans ce compartiment? Aucune partie du navire ne vous est interdite, professeur. Ces leviers, ces engrenages, ces bobines... Des électro-aimants. Ainsi l'agent, le mystérieux agent qui... Un agent puissant, obéissant, rapide. Il est l'âme de mes appareils mécaniques. Cet agent, force motrice, force éclairante, force calorifique. C'est l'électricité. Tandis qu'il décrivait le fonctionnement de sa machine, mes yeux élargis parcouraient les électro-aimants, puis remontaient au levier qui transmettait leurs mouvements à l'arbre de l'hélice. Mon admiration n'avait plus de bornes. Excusez-moi. Cage Nemo. Aftominstavet Okligoi. Encore ce dialecte étrange, qui ne semblait parler que sur le Nautilus. Cher Falk, Ungurin. Lespolis. Vous faites demi-tour? La manœuvre à venir vous ferait courir de grands risques si vous restiez dans la salle des machines. Regagnez votre cabine, professeur. Son regard terrible ne souffrait pas de réplique. Comme vous voudrez. Dudek ligage. Dek naou ligage. Dekok ligage. Dexes. Tandis que je gravissais les marches de l'escalier central, je sentis le Nautilus remonter à la surface. Le compte à rebours égrené à l'avant du sous-marin m'agita d'un sinistre pressentiment. Dek. Dek. Novage. Novage. Ok. Ok. Seb. Seb. Conseil et Cesse. Ned étaient dans le salon. Vin. À travers le hublot de bâbord, ils venaient d'apercevoir un vaisseau de guerre qui se dirigeait vers le Nautilus. Messieurs, quand cette frégate sera à 1 000, je me jette à la mer. Et je vous invite à faire comme moi. Excellente idée, tâchons de gagner son bord. Pardon, je retire ce que j'ai dit. La frégate a repéré le Nautilus et elle nous canonne. Sans l'avouer à mes compagnons, je ne redoutais rien tant qu'un sauvetage en mer. Rester dans le Nautilus me semblait de loin préférable. Rester et poursuivre mon exploration sous-marine. Mais la vitesse croissante du Nautilus, sa coque frémissante comme un projectile, me fit deviner en un éclair quelle était la manœuvre de Nemo. On dirait que le Nautilus fonce droit sur... Cloué par l'horreur, je me tournai vers mes compagnons. 1000 diables, nous allons percuter! La voix de Nemo résonna dans les coursives. Ah! Tu sais qui je suis? Navire d'une nation maudite! Moi, je n'ai pas eu besoin de voir tes couleurs pour te reconnaître! Regarde! Je vais te montrer les miennes! Le Nautilus venait de transpercer la frégate. Une masse énorme sombrait sous les eaux.
Pour ne rien perdre de son agonie, nous descendions dans l'abîme avec elle. Je pouvais voir la coque entr'ouverte, la double ligne des canons et les bastingages. Le pont était couvert d'ombre noire. Les malheureux s'élançaient dans les haubans, s'accrochaient aux mâts, se tordaient sous les eaux. C'était une fourmilière humaine, surprise par l'envahissement de la mer. Horrible. Quelle irrésistible attraction me colle à la vide. Tandis que le vaisseau s'enfonçait lentement, la face cachée de Nemo se dévoilait. Ce savant méconnu, ce génie des mers, était un archange de la haine. Ugurin Varlandi. Gangfer. Nemo stinga Volga. Egon min. Undun smat. A flota undi. Yoroina, Yoroina. La nuit, je cherchais en vain le sommeil. Faisant les 100 pas dans ma cabine, je tournais et retournais dans ma tête la dispute que j'avais eue avec l'entêté harponneur. Professeur, je sais que vous pensez comme moi. Le moment est venu de fausser compagnie au capitaine Nemo. Je pense comme vous, Ned. Et cependant, j'hésite. Monsieur se rappellera que nous avons quelque expérience de la natation. Il peut se reposer sur moi du soin de le remorquer à la nage. Il ne s'agit pas de nage, conseil. Vous préférez assister à d'autres collisions, professeur? Vous trouvez cet homme admirable? Je ne sais, Ned. Je ne sais s'il faut le haïr ou l'admirer. Nemo, est-il une victime ou un bourreau? On lui a sûrement fait beaucoup de chagrin. Qui peut prétendre savoir? Qui peut s'aviser de le juger? Foi de harponneur, moi! J'ai pas besoin de plus pour m'aviser! Hé! La vérité, c'est que je ne voulais pas quitter le capitaine Nemo. Grâce à lui, je refaisais mon livre des mers au milieu de l'océan. Grâce à lui... Dans le miroir de ma cabine, mon propre reflet me fit sursauter. Je ne me connaissais pas ce regard. Tu veux avoir vu ce que nul homme n'a pu voir, même si tu dois payer de ta vie cet insatiable désir de connaître. Même si je dois payer de ma vie cet insatiable désir de connaître. Le point reporté chaque jour sur le planisphère du salon me permettait de suivre la direction exacte du sous-marin. Le 30 janvier, lorsque le Nautilus remonta à la surface, il se dirigeait vers cette mer d'Oman, creusée entre l'Arabie et la péninsule indienne. Une impasse, évidemment, puisque le canal de Suez n'était pas encore percé. Où nous conduisait le capitaine Nemo? Vous pourrez apercevoir les jetées de Port Saïd demain, professeur, quand nous serons en Méditerranée. En Méditerranée? Cela vous étonne? À moins de pouvoir passer par-dessus l'isthme... Ou par-dessous? Il existe un passage? Que je suis seul à connaître. Il prend au-dessous de Suez et aboutit au golfe de Péluse. Je l'ai nommé l'Arabian Tunnel. L'Arabian? Venez avec moi dans le poste de pilotage et vous verrez tout ce que l'on peut voir de cette navigation à la fois souterraine et sous-marine. Dans la cage du pilote, je me plaçai au hublot de bâbord. À 10h15, le capitaine Nemo prit la barre.
Une large galerie s'ouvrait devant nous. Le Nautilus s'y engouffra. Un bruissement inhabituel se fit entendre sur ses flancs. C'étaient les eaux de la mer Rouge que la pente du tunnel précipitait vers la Méditerranée. Le Nautilus suivait le torrent, rapide comme une flèche, malgré les efforts de sa machine, qui battait les flots à contre-hélice. Sur les murailles étroites du passage, je pouvais voir des raies éclatantes, des sillons de feu tracés par la vitesse. Mon cœur palpitait et je le comprimais de la main. À 10h35, le capitaine abandonna la roue du gouvernail et se tourna vers moi. Monsieur Aronnax, la Méditerranée. Souvent, plusieurs jours d'affilée, le capitaine Nemo se dérobait à nos regards. Mais dans les profondeurs de la nuit, je pouvais entendre les funèbres harmonies de l'orgue. Elle ronflait, grondait, piaulait dans les cylindres comme l'aura d'un spectre mélancolique. Quelle sombre pensée taraudait notre invisible joueur d'orgue. Comme je le découvris bientôt, Conseil tirait profit de ses absences. Le capitaine Nemo, qui justifie de plus en plus son nom latin signifiant personne, n'est pas plus gênant que s'il n'existait pas. Puisque monsieur est plongé dans son planisphère, il ne verra pas d'inconvénient à ce que je me retire. Un soir, en entrant à pas feutrés dans le salon du Nautilus, je m'aperçus que Nemo n'était pas le seul maître à bord. Devant les panneaux grands ouverts, Conseil assurait l'intérim. Entrez, messieurs les diodons. À vrai dire, je ne vous attendais pas si tôt. Toujours aussi hérissé, à ce que je vois. Vous n'avez jamais autant mérité votre surnom de porc épic de la mer. Soyez gentil. Laissez vos épines au vestiaire, vous risquez de piquer les hippocampes. Oh, mes amis les Kurtes, vous êtes resplendissants ce soir. Ce jaune, ce bleu céleste, cet argent, cet or. Prenez garde aux calliomores à tête livide, ils pourraient vous envier vos couleurs. Oh, les pégases volants, avec leur pectoral en forme d'aile, nous n'attendions plus que vous pour aller danser. Pardon, pour nous élancer dans les airs. Oui, comme ça. L'orchestre est là, il vous attend. Vous lui donnerez le... Le chef traduira, il parle le poisson. C'était à craindre, hein. L'ami Conseil ne se sent plus prisonnier. Ah, vous étiez là, maître Land ? Il est aussi heureux qu'un mollusque dans sa coquille. Dites-moi franchement, Ned, vous regrettez que la destinée nous ait jetés entre les mains de ce capitaine ? Je ne regrette pas ce voyage. Je serais content de l'avoir fait. Mais pour l'avoir fait, il faut qu'il se termine. Il se terminera. Où et quand ? L'occasion de fuir se présentera, Ned. Elle se présentera tôt ou tard. Et jusqu'où irons-nous ?
Au pôle sud, si on ne fait rien. Qu'est-ce que vous dites? Le pôle? Ce fou de capitaine en est capable. Eh bien, ce sera sans moi, professeur. Vous entendez? Sans moi! Le pôle sud. À ces mots, un paysage de glace envahit mon esprit. Je ne rêvais plus qu'à ce point antarctique où se croisent tous les méridiens du globe. Vous verrez ce que n'a vu aucun homme. Et notre planète, grâce à moi, va vous livrer ses derniers secrets. Un poulpe de dimension colossale empêchait les pales de tourner. Pour ramener le Nautilus à la surface, le capitaine fit vider les réservoirs. Quelle ne fut pas notre horreur lorsque, parvenus à l'air libre pour nous débarrasser d'un poulpe, nous vîmes 10 de ces monstres, des pieuvres géantes, agiter leurs tentacules comme les chevelures des furies. L'équipage se rua sur la plateforme. Le capitaine rendit son harpon à Maître Land, qui s'élança vers un poulpe. Du gris livide au brun rougeâtre, la peau gélatineuse de la pieuvre changeait sans cesse de couleur. Son bec s'ouvrit à quelques mètres de moi. L'espace d'un éclair, je me crus happé par cet orifice dentelé. Nemo me tendit une hache. À nous deux, nous en viendrons à bout. Nos armes s'enfonçaient dans ces masses charnues. Saisis par les tentacules et collés aux ventouses, 2 hommes furent soulevés dans les airs. Ce spectacle horrible décupla notre fureur. Les monstres vaincus, mutilés, frappés à mort, nous laissèrent enfin la place et disparurent sous les flots. Autour de nous s'épandait une mer de sang et d'encre noire. Les heures qui suivirent, il me sembla que Nemo ne pouvait s'arracher du théâtre de sa dernière lutte. Le Nautilus allait, venait, flottait comme un cadavre au gré des lames. Le 18 février, vers 3 heures du matin, le Nautilus courait à toute hélice dans le détroit de Gibraltar. Après avoir accompli près de 10 000 lieues, parcours supérieur à l'un des grands cercles de la Terre, nous allions briser les flots de l'Atlantique. Le lendemain, à 11 heures, je reçus la visite inattendue du capitaine Nemo. Si on faisait une petite excursion sous-marine, Quelques minutes plus tard, nous prenions pied sur le fond de l'Atlantique. M'appuyant sur un bâton ferré, je marchais derrière Nemo. Mes lourdes semelles de plomb semblaient écraser une litière d'ossements. Dans ce dédale pierreux,
Le capitaine avançait sans hésiter. Il connaissait cette route. Bientôt, une vive clarté se substitua aux ténèbres. Éclairée par une fulguration violente, une vaste plaine s'ouvrait devant moi. Je marchais sur un cratère sous-marin. Au sein de la masse liquide, il vomissait des torrents de lave. Où suis-je? Où suis-je? Je voulais le savoir à tout prix. Je voulais parler, arracher la sphère de cuivre qui m'emprisonnait. Je saisis le bras de Nemo, mais lui, secouant la tête, semblait dire « Viens ». Sous nos yeux se dessinaient de pittoresques ruines. Elles trahissaient la main de l'homme et non plus celle du Créateur. Le volcan, tel un immense flambeau, révélait une ville détruite. Arcs disloqués, temples abattus, colonnes gisant à terre. Ici, les vestiges d'un quai où s'amarraient des trirèmes. Là, les formes flottantes d'un Parthénon. Toute une Pompéi enfouie sous les eaux, que le capitaine Nemo ressuscitait à mes regards. Ramassant un morceau de craie, il s'avança vers un roc et traça le mot Atlantide. L'Atlantide, Aronnax. Ce continent qu'un cataclysme, survenu il y a 3 millénaires, avait englouti en une nuit et un jour. Ô cités antédiluviennes, peuple puissant des Atlantes, fabuleux héros, je regarde vos ruines et songe à ceux qui, dans quelques millénaires, contempleront les nôtres. Le 14 mars, j'aperçus des glaces flottantes par 55 degrés de latitude, larges débris blafards de plus de 25 pieds. Les craintes de Ned semblaient se réaliser. Le capitaine Nemo nous dirigeait droit sur... La banquise. Pour Maître Land, comme pour les navigateurs qui nous avaient précédés, c'était l'infranchissable obstacle. Il est puissant, votre capitaine, mais il n'est pas plus puissant que la nature. Et là où elle a mis des bornes, il faut que l'on s'arrête. Tandis que nous approchions des régions antarctiques, le Nautilus se recouvrait de glace. Les aiguilles de la boussole s'affolaient, marquaient des directions contradictoires. Pendant cette navigation au milieu des glaces, nous montions souvent sur la plateforme. Le Nautilus longeait des îles flottantes, où les oiseaux polaires nichaient par milliers. Pétrels, damiers, puffins nous assourdissaient de leurs cris. Ces maudits piafs prennent le Nautilus pour le cadavre d'une baleine. Ils vont vite déchanter. Le capitaine nous fit accoster vers midi. Autour de nous, une terre immense, sans bornes.
Un amoncellement chaotique de rochers et de glace. Tout était gelé, même le bruit. Si monsieur voulait avoir la présence d'esprit de moins écarquiller les yeux, monsieur verrait davantage. Le capitaine gravit le roc d'un promontoire. Là, le regard ardent, il se tourna vers nous. Moi, capitaine Nemo, ce 21 mars 1868, j'ai atteint le pôle sud, sur le 90e degré, et je prends possession de cette partie du globe égale au 6e des continents reconnus. Lorsque nous repartîmes vers le nord, le soleil dardait ses derniers rayons. Autrement dit, l'équinoxe de printemps. Ou d'automne, parce que on est au pôle sud et... Oh là là, je suis complètement déboussolé, moi. Une nuit de 6 mois allait étendre ses ombres sur le nouveau domaine de Nemo. À 3 heures, je fus réveillé par un choc violent. Je m'accotai aux parois et me traînai jusqu'au salon. Le capitaine Nemo entra. Sa physionomie trahissait une vive inquiétude. Un incident, capitaine? Non, un accident. Un bloc de glace a heurté le Nautilus. L'iceberg a glissé sous notre coque et nous maintient couchés sur le flanc. On ne peut pas dégager le navire en vidant ses réservoirs? C'est ce que j'essaye de faire. Le Nautilus remonte, mais l'iceberg remonte avec lui et... Un second choc nous plaqua au sol. Nous venions de heurter la partie supérieure de la banquise. Un échange de regards avec le capitaine me fit comprendre que nous avions le choix entre 2 morts. L'écrasement ou l'asphyxie. Le Nautilus se trouvait emprisonné dans un tunnel de glace. Le salon était éteint, mais une luminosité intense se déversait par les hublots. La puissante réverbération de la glace renvoyait le faisceau de la lanterne. Qui saurait peindre l'effet des rayons voltaïques sur ces blocs capricieusement découpés? Chaque facette de l'iceberg nous aveuglait d'une lueur différente. On n'a jamais rien vu de pareil. Ce spectacle risque de nous coûter cher. Nous voyons des choses que Dieu a voulu interdire au regard de l'homme. Messieurs, voilà 36 heures que nous sommes enfouis sous les eaux. Et déjà l'atmosphère du Nautilus demande à être renouvelée. Notre réserve d'oxygène sera épuisée dans 1 heure. Alors soyons délivrés avant. Nous le tenterons en perçant la muraille qui nous entoure. Conseil, ce tunnel sera notre tombeau. Il nous reste 3 minutes avant l'asphyxie. Si je pouvais ne pas respirer pour laisser plus d'oxygène à monsieur. À mes douleurs de tête se mêlaient des vertiges. Le sous-marin prenait une position oblique. Il abaissait son arrière, relevait son éperon. Poussé par son hélice, il attaqua l'Icefield comme un formidable bélier. Emporté par un élan suprême, il s'élança sur la surface glacée. Il écrasa de son poids. Le panneau fut arraché, et l'air pur coula à flot dans le Nautilus.
20 mai. Je voudrais être deux hommes. Un qui voyage et l'autre qui écrit. Pour raconter ce que j'ai vu. La forêt de corail, l'Arabian Tunnel, l'assaut des poulpes, l'Atlantide, le pôle Sud. Pour dépeindre tout ça, il faudrait écrire comme chantait Homère. Mais l'heure est venue de poser l'encre. D'après le point reporté sur la carte, nous sommes à 100 km de l'Irlande. Je songe à en informer Maître Land lorsque... J'ai dévissé le canot. Nous n'attendons plus que vous. Ned. J'ai passé 7 mois sur ce navire. Parcouru 20 000 lieues sous les mers. Qui entre dans le Nautilus ne doit plus le quitter. Et il me semble que mon voyage ne fait que commencer. Prenez conseil avec vous. Aronnax, vous ne vous appartenez plus. Le canot, dans 5 minutes. Me résignant à suivre Ned, je lance un ultime regard à travers le hublot. Mon Dieu! Quand j'aperçois ces remous tourbillonnaires de plusieurs kilomètres qu'on appelle... Au lieu de fuir le gouffre dans les profondeurs, le capitaine Nemo, par un caprice insensé, veut le braver à la surface. Aimanté par le tourbillon, le Nautilus, tantôt couché sur le flanc, et tantôt dressé comme un mât, roule et tangue épouvantablement. En distinguant une de ces frégates, qui sont la cible du capitaine, j'éprouve une insurmontable horreur. Il veut franchir le Maelstrom pour éperonner un navire. La porte est verrouillée. Capitaine, vous êtes fou. Aucune cause ne peut justifier... Je suis le droit. Je suis la justice. Je suis l'opprimé, et voilà l'oppresseur. C'est par lui que tout ce que j'ai aimé, chéri, vénéré, femme, enfant, patrie, j'ai vu tout périr. Tout ce que j'ai est là. En proie à la terreur, je me précipite vers le canot. Serrant mon journal de bord, je monte 4 à 4 les marches de l'escalier central. Je n'espérais plus revoir monsieur. Grimpez dans le canot! La puissance d'attraction du Maelstrom, véritable nombril de l'océan, menace de nous engloutir. Le Nautilus décrit une spirale dont le rayon se resserre de seconde en seconde. Ses muscles d'acier craquent. Et voilà notre canot, lancé comme la pierre d'une fronde au milieu du tourbillon. Conseil ? Monsieur Massonnet? 1000 diables, Aronnax. Vous m'avez fait peur, hein? Comment avons-nous échappé au Maelstrom ? Je ne saurais le dire. Des pêcheurs nous ont recueillis dans leur cabane. Qu'est-il arrivé au Nautilus ? Nemo est vivant ? Mais d'avis que nous ne le saurons jamais, professeur. En apercevant à travers un filet de pêche
le calme trompeur de la mer. Je songe à la question posée il y a 6000 ans par l'Ecclésiaste. Qui a jamais pu sonder les profondeurs de l'abîme? Je ferme les yeux et murmure.